On va parler du parcours de l'acquéreur. Alors ce matin, on a évoqué les principaux points pour l'achat dans le neuf. Il y aura des éléments qui seront un petit peu similaires, mais l'idée, voilà, c'est de vous placer dans la situation de quelqu'un qui va se lancer dans un projet d'achat ou d'investissement locatif dans le neuf et de baliser toutes les étapes de façon à ce que vous puissiez bien les identifier, poser les bonnes questions aux promoteurs. Alors, moi, je ne me suis pas présenté, je suis Pierre Chevillard, je suis journaliste, je travaille pour le groupe PAP, je m'occupe notamment du site imo9.com. Pour parler de ces questions, nous avons d'abord le monsieur de la finance, donc, qui est Arnaud Pelletier, qui travaille pour une société de courtage en crédit immobilier. Arnaud, vos fonctions dans votre société? Donc moi, je suis consultant en financement au sein de Crédit Expert, donc un groupe de courtage en prêt immobilier. Tout le financement immobilier particulier qui nous intéresse aujourd'hui, du pro, des non-résidents également, mais en tout cas sur tout le financement immobilier. D'accord, donc votre travail, c'est de trouver des crédits pour le compte des particuliers. Exactement. Merci. Nous avons donc à ma gauche Emmanuel Patrignani du groupe Patrignani. Alors je crois qu'Emmanuel, vous êtes promoteur. Oui, tout à fait. Nous sommes promoteurs depuis plus de 50 ans, 60 ans presque en France. Nous construisons des résidences assez haut de gamme en région parisienne, première couronne parisienne, et également une opération dans Paris, et dans le pourtour méditerranéen, dans le Var, avec une activité que nous avions laissée un petit peu et que nous reprenons là avec de nouvelles opérations. Ok, et donc plutôt de la résidence principale. Alors effectivement, plutôt de la résidence principale et plutôt du secondo-accédant, avec évidemment pour nous un grand plaisir aussi d'avoir des primo-accédants et quelques investisseurs, mais principalement de la résidence principale. Oui. D'accord, merci. Et donc, Olivier Crevaux, qui travaille pour une société qui s'appelle OP Invest. Alors, Olivier, votre fonction et votre métier, s'il vous plaît. Alors, merci. Effectivement, je suis cofondateur de la société OP Invest, une société qu'on a créée dans le but de s'inscrire sur le marché immobilier comme des chasseurs en investissement locatif, mais dans le neuf et le réhabilité sur toute la France. Avec une particularité, on travaille également sur la Corse et dans les dom-toms. D'accord. Voilà. On travaille sur une cible d'investisseurs plutôt expérimentés, qui ont déjà au moins une expérience dans l'immobilier. Ok. Merci. Alors, la première question. D'habitude, quand on veut acheter, on se dit, voilà, on va se mettre à la recherche d'un appartement, mais la donne a changé. On sait que les taux d'intérêt montent, que les conditions des banques sont assez strictes. Et nous, journalistes, quand on fait nos enquêtes sur le marché, on nous dit souvent qu'il faut commencer par le crédit immobilier. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que vous voyez, vous, dans votre secteur? C'est une réalité. Le projet se prépare et de plus en plus. C'est que tous les ans, et depuis quelques mois, les conditions changent. Alors, c'est pas forcément que c'est plus dur ou moins dur qu'avant, c'est que les critères en banque changent. La notion d'endettement est de plus en plus stricte, la notion d'épargne, d'apport et d'épargne après projet aussi. Donc ça se prépare le plus en amont possible pour bien construire son projet et être le plus efficace possible quand vous avez trouvé votre bien. Et quand on dit préparation, il y a une question de délai. Il faut se préparer combien de temps à l'avance? On peut partir de la fleur au fusil, un mois avant Il y a plusieurs données. Idéalement, 2, 3, 4 mois avant. Pour bien construire, il y a aussi la notion de compte qu'on va demander, de relevé de compte où il y a un recul sur 3 mois. Et c'est parfois des clients qui viennent avec un bon dossier, mais il y a eu des petits accidents ou des vacances avec des dépenses imprévues. Donc c'est à minima 3 mois avant pour être sûr que tout soit bien posé. En d'autres termes, on ne peut pas se présenter pour avoir un crédit avec un compte à découvert. On peut, si ça se justifie. Le découvert autorisé, comme son nom l'indique, est autorisé. Donc si ça se justifie, que c'est ponctuel, on peut. Mais c'est pour ça que ça s'anticipe et qu'on puisse vérifier tout ça en amont. Et il faut de l'apport personnel obligatoirement? Il faut de l'apport personnel, quasi obligatoirement. À minima, les frais annexes, c'est-à-dire frais de notaire, frais de garantie, pour simplifier, que le montant du prêt soit au maximum de la valeur du bien. Que les frais donc annexes soient en apport, avec, comme je disais tout à l'heure, la notion en plus d'épargne après projet. Donc il faut garder ce ratio-là, d'où l'intérêt de préparer, d'où l'intérêt aussi de passer voir un courtier qui a la vision de l'ensemble des banques, puisque toutes les banques n'ont pas la même appréhension du risque en fonction du profil du projet, du profil des investisseurs. En fait, ce que vous préconisez, c'est finalement la réalisation d'une véritable étude de faisabilité pour voir si on cadre avec les critères bancaires et quelles solutions on peut mettre en place si jamais on ne cadre pas. C'est totalement ça, avec donc bien préparer en amont la faisabilité. Et ce que je dis avec mes clients, c'est de venir d'une le plus tôt possible, mais c'est pas parce que j'ai fait l'étude de faisabilité qu'on se revoit quand ils ont signé le compromis et le contrat de réservation, c'est que ça s'affine aussi.
puisque quand on cherche un bien, les critères vont affiner, le budget va s'affiner. Donc vraiment, ça se prépare tout au long, entre le moment où on a le déclic de vouloir acheter et la signature du contrat de réservation ou du compromis. Ça s'affine au fur et à mesure, et surtout en ce moment où les taux changent tous les mois, c'est important de remettre à jour régulièrement. Ouais. Merci. Donc on a parlé un petit peu d'argent. Emmanuel, vous êtes promoteur, donc vous avez un certain type de clientèle. Comment est-ce que l'on travaille pour établir ses besoins, pour définir ses besoins, sachant que le plus souvent dans le neuf, on achète sur plan, avant que l'immeuble ne soit construit. Donc on est un peu sur un projet virtuel, entre guillemets. Comment est-ce qu'on fait? Alors, oui, complètement. Les clients achètent chez nous dans le neuf, sur un projet qui en temps, va souvent à 24 mois, entre le moment où le client réserve et le moment où on va livrer le bien. Donc on est sur une temporalité longue. Alors effectivement, pour moi, il y a plusieurs aspects. Alors encore une fois, je parle vraiment principalement de clients en résidence principale. Donc en résidence principale, il faut bien comprendre la typologie dont on a besoin, d'où on vient et où on va. Et je pense que c'est vraiment important d'avoir cette réflexion en amont, de ne pas se précipiter, de prendre un peu le temps. Donc un jeune couple qui va avoir un enfant, qui va se marier, ne va pas avoir les mêmes besoins que des personnes qui ont un âge plus avancé, qui vont avoir d'autres besoins. Nous, on a beaucoup de clients qui viennent de maisons, qui vendent une maison pour acheter un appartement. Et là, la question se pose, est-ce que c'est l'appartement dans lequel on souhaite vivre à plein temps? Est-ce que c'est un appartement parce qu'on a une résidence ailleurs dans lequel on va partager son temps? Quel est l'usage? Donc ça, c'est très important. Et un autre conseil que je peux donner aussi, on en plaisante souvent dans l'immobilier, les 3 règles principales du logement, qui sont donc la localisation, multipliée par 3. C'est important, il ne faut pas l'oublier. Parfois, et surtout je le vois en région parisienne, il ne faut pas négliger son lieu de vie, son lieu de travail. Souvent, un couple, il y a 2 lieux de travail qui sont éloignés, distincts. Donc prenez ce temps-là, parce qu'on est tenté parfois d'aller chercher un logement plus agréable, plus grand, mais après avec des temps de transport qui sont longs. Et ça, le temps de transport, c'est aujourd'hui, en plus on l'a vu avec le confinement, aujourd'hui on se déconfine un petit peu, donc il y a certaines habitudes qui ont été prises dans le télétravail, mais malgré tout, on revient à une activité, on s'en rend compte, plus présentielle. Donc prenez le temps de bien voir où vous souhaitez vivre. On est dans une période en plus aujourd'hui où voilà, on a envie de changer de vie, on a peut-être envie de plus d'espace d'extérieur, on a envie de plus de verdure. Donc c'est tentant forcément de s'éloigner peut-être un tout petit peu. Malgré tout, voilà, réfléchissez bien à ces temps, réfléchissez bien à ça et à vos besoins. C'est primordial. Et parce que c'est aussi une question de marché immobilier. C'est-à-dire que si on va vraiment trop loin, il n'y a pas de marché immobilier, on dit souvent qu'il faut toujours penser à la revente quand on achète. Et s'il n'y a pas en jargon immobilier, on appelle ça la profondeur de marché. Donc si on ne peut pas revendre dans de bonnes conditions, parce qu'il y a forcément un moment où on revend, c'est aussi un point à étudier. Je suis complètement d'accord avec vous. Alors, on est sur des marchés aujourd'hui, quand on est en proche région parisienne ou dans des grandes agglomérations, sur des marchés assez liquides. Donc il vaut mieux, je pense, à mon sens, se tromper de typologie, peut-être avoir acheté un tout petit peu trop petit au départ, mais dans un marché où il y a une réelle profondeur de marché, un marché liquide. Nous, ça nous arrive, des clients qui ont fait un investissement, qui achètent, et puis se rendent compte que dans une temporalité assez courte, leur vie change, un enfant arrive, il change de métier, il change de ville. Vous pouvez toujours revendre en VFA, en fait, même si on n'a pas livré, nous promoteurs, encore le bien, même en cours d'opération, en cours de chantier, on peut revendre. Et là, c'est certain que nous, on voit aussi des clients aujourd'hui qui revendent parfois en cours d'opération et qui parfois font même des plus-values. Donc c'est bénéfique pour eux, ils ont fait une petite plus-value pendant l'année où ils avaient investi. Mais effectivement, vous avez parfaitement raison. Je pense qu'il vaut mieux se tromper à prendre un peu plus petit dans un marché avec de la profondeur, un marché liquide, plutôt que d'acheter peut-être plus grand et puis de se tromper après et d'avoir plus de difficultés. Et pour compléter, on est là aussi, c'est un des avantages du neuf, pour accompagner nos clients dans une personnalisation de logement. Et là aussi, alors nous, encore une fois, dans un marché un peu haut de gamme, on dit toujours qu'il faut savoir toujours dire oui aux clients, mais notre rôle de promoteur, c'est aussi parfois de dire non sur certaines modifications de plan, sur certaines choses. Vous parliez de la revente, c'est aussi un de nos rôles vraiment principaux, c'est aussi de savoir stopper un client sur certaines modifications, parce que nous, quand on modifie un plan de logement, quand on modifie un besoin en fonction du besoin de vie du client, on pense aussi à la revente. D'accord. Et j'ai vu malheureusement parfois des clients vouloir faire des modifications trop personnelles, et ensuite un logement magnifique, avoir du mal à le revendre,
parce qu'il est trop personnalisé. Il ne faut pas que ce soit trop atypique, en fait. Il faut que les acquéreurs suivants puissent se projeter dedans pour pouvoir le vendre plus facilement. Oui, un jour, j'ai construit en bord de mer un studio de 115 mètres carrés. Ah oui. Autant vous dire que, malheureusement, pour un magnifique appartement, le client habite trop longtemps pour le revendre. Et Olivier, en matière d'investissement locatif, j'imagine qu'il y a aussi une phase de préparation. Quelles sont les spécificités de ce type d'opération ? En effet, un investissement locatif, au même titre qu'une résidence principale, se prépare. En général, le plus important à faire est de faire un état des lieux de sa situation, ce qu'on appelle un bilan, un audit, un bilan patrimonial. Chez OP Invest, nous on propose ce qu'on appelle les bilans IMO. C'est assez condensé parce qu'on ne va pas analyser tout ce qui se passe sur les comptes titres, etc., sur quelle est la façon dont on investit via des assurances vie. Mais le but, c'est de connaître un petit peu la situation de l'investisseur à l'instant T, de savoir s'il va y avoir une évolution, de connaître ses fonctions professionnelles, de connaître son expérience dans l'immobilier et surtout sa situation financière, mais dans les grandes lignes. Comme ça nous permet de dégager exactement la faisabilité d'un projet, de définir avec précision les objectifs, c'est le plus important, et surtout de ne pas oublier les projets personnels, ça peut être lié à de la résidence principale, de ne pas court-circuiter ces projets personnels à cause d'un investissement locatif. Donc il faut absolument établir un bilan de la situation, et une fois que ce bilan est validé, on émet un cahier des charges le plus précisément possible pour éviter de se perdre dans une foultitude de propositions à travers la France. Voilà un petit peu comment ça se passe en amont. Et ça veut dire aussi, par exemple, que dans certains cas, l'immobilier peut ne pas être adapté. Oui, dans certains cas, l'immobilier n'est pas adapté, clairement. Mais il faut savoir et avoir en tout cas l'honnêteté de le dire. Mais ça serait dramatique de préconiser de l'immobilier et d'empêcher un projet qui est beaucoup plus personnel. Vous voyez, j'ai eu affaire dernièrement à des personnes qui voulaient acheter leur résidence principale, en tout cas racheter une nouvelle résidence principale, mais plus grande. Je fais le bilan, je regarde, je vois que l'endettement nous permet de faire un investissement locatif, mais compte tenu des règles bancaires qui ont changé depuis le 1er janvier 2020, l'endettement net n'aurait pas été en leur faveur pour acheter plus grand pour une maison. Donc dans ce cas-là, c'est niette. On attend patiemment. On fait les choses dans les règles. Oui, il faut savoir, c'est comme avec quand on parlait de découvert bancaire, en cas de besoin, il faut attendre quelques mois, le temps d'affiner le projet, de voir ce qui est réalisable, de mettre les moyens de côté, puis la vie, voilà. Entièrement d'accord. Il faut être patient, et parfois je pense que prendre un peu de temps au départ pour analyser sa situation permet de gagner énormément de temps par la suite et éviter de faire de grosses erreurs. De toute façon, on ne se lance pas tête baissée, c'est quand même de l'immobilier, ce sont des opérations importantes qui engagent. Un courtier m'expliquait qu'un crédit immobilier, enfin un projet immobilier, c'est un tiers de sa vie, un tiers de ses revenus. Exactement. On ne se lance pas tête baissée, mais une fois qu'on est prêt, il ne faut pas hésiter à se lancer pour ne pas louper les opportunités. Merci. Alors, on a parlé du choix du logement, du bilan. Après, le neuf, il faut bien le payer. Or, le logement, il n'est pas encore construit. Comment on fait ? Comment on fait ? Il y a notamment... alors, il y a plusieurs... ça sera peut-être l'occasion après lors des questions-réponses. Le prêt, vous allez le payer ce que le promoteur va utiliser. Pour simplifier, après, il peut y avoir différentes choses. Le promoteur va appeler des fonds en fonction de la construction et le prêt sera débloqué en fonction des appels de fonds successifs. On a ensuite des possibilités. Soit le client ou le couple peut se permettre de payer ces appels de fonds, sauf qu'à côté, ils ont peut-être déjà un crédit, peut-être déjà un loyer. Donc, il y a des systèmes de différés qui peuvent être mis en place. Différé partiel, différé total, je ne sais pas si on rentre dans le détail, mais en tout cas, c'est de trouver une fois de plus la vision entre le couple, la personne qui achète, trouver la banque en face. C'est qu'il n'y a pas qu'une question de taux, il y a aussi une question de souplesse et surtout de trouver la banque adaptée par rapport au projet. Et donc la souplesse qui correspond au projet neuf, qui est un petit peu particulier que dans l'ancien, où on a justement des charges qui peuvent se cumuler. Donc c'est de trouver la solution la plus adaptée au niveau des banques. Et sur la souplesse, ça veut dire aussi qu'on peut adapter les remboursements du crédit si on a des soucis de financement ? Exactement. Alors pendant la construction, mais aussi après, où on a la possibilité d'augmenter, diminuer ses échéances, de suspendre les mensualités. Tout ça, c'est possible, mais une fois de plus, tout ça, ça se prévoit. Et ça se prévoit, comme disait Olivier, par rapport aussi au projet de chacun. S'il y a un projet peut-être professionnel, de monter sa boîte, de changer, etc., ça se prévoit de telle banque, j'ai la possibilité de suspendre mes échéances pendant 1 an. Donc tout ça, ça s'anticipe. Le taux, c'est important, mais c'est pour ça que la hausse des taux,
surtout en ce moment où ça reste malgré tout extrêmement bas malgré la hausse, le taux ne fait pas tout et c'est en exagérant parfois la chose la moins importante à négocier. C'est surtout de trouver une fois de plus le crédit adapté et non pas forcément le taux le plus bas où derrière on peut se retrouver en difficulté si le prêt n'est pas modulable en fonction des différents objectifs. Emmanuel, tout à l'heure, vous parliez comment dire, de personnalisation des logements neufs. On peut vraiment tout faire aujourd'hui? Parce que vous nous avez dit que c'était pas vraiment... voilà. On en a parlé aussi hier dans une conférence où on disait oui, on peut faire plein de choses si on s'y prend tôt, quand vous lancez le programme, quand tout est sur plan, mais une fois que les travaux sont commencés, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire précisément? Alors, Pierre, je suis désolé, je suis peut-être pas un bon exemple. Non, mais dites-nous, vous très êtes mauvais promoteur. exemple. Non, chez nous, on modifie très tard les plans. Oui. Et on adapte. Alors, encore une fois, et j'en ai conscience, on est un tout petit peu atypique dans le marché. Oui. Aujourd'hui, on en parlait, on lance une opération Seine-Parisis à Cormeilles, Oui. une marina. Notre logement moyen fait 89 mètres carrés. Donc, on a aussi chez nous une façon de construire qui nous permet relativement tard de moduler. Je vous le disais, on a des clients qui achètent chez nous parce que vendent une maison. Ces clients-là, souvent, achètent un 3 pièces pour en faire un 2, un 4 pièces pour en faire un 3, et au-delà aussi, ça change de typologie souvent, fréquemment. Donc c'est déjà à nous, promoteurs, j'estime, en amont, de travailler sur des plans qui sont modulables. On parle beaucoup aujourd'hui de modularité des logements, mais je pense que déjà un élément simple pour pouvoir commencer à parler modularité, c'est de regarder notre plan. Et ça, c'est notre rôle. Donc chez nous, on a tendance à toujours aborder un plan avec cette vue de pouvoir moduler le plan. Donc on peut bouger, supprimer une chambre pour agrandir, avoir un double séjour, bouger une cuisine pour avoir un confort plus grand. Aujourd'hui, beaucoup de clients choisissent une cuisine ouverte. Malgré tout, on a encore quelques clients qui souhaitent une cuisine fermée, donc on écoute le client. Donc on est très à l'écoute. C'est une de nos particularités. C'est vrai un petit peu. Alors effectivement, d'autres promoteurs, ce que je comprends tout à fait, ont certainement un process un tout petit peu plus industriel qui fait que arrivé à un moment dans l'opération, dans le chantier, il est de plus en plus compliqué de moduler le logement. Hier, on parlait par exemple de passage des câbles électriques, de passage des conduits d'évacuation. Si on veut modifier une cloison, ça va obliger à changer beaucoup de choses qui sont prévues au départ. Pardonnez-moi. Alors oui, on a effectivement dans notre métier des points durs dans les logements, les gaines, dont vous parliez, des gaines d'évacuation, qui sont des points sur lesquels on tourne. J'estime que notre travail de promoteur, il est de vérifier ces points-là très tôt et suffisamment tôt justement pour pouvoir accompagner cette modularité. Alors malheureusement, encore une fois, on a cette approche-là parce qu'on a cette clientèle et cette demande fréquente. Chez d'autres promoteurs, et ce qu'on entend, le logement est plus typé. Et donc dans des logements plus typés, c'est effectivement beaucoup plus difficile d'adapter après un certain stade, puisqu'on ne peut plus déplacer ces éléments structurels dans le logement. Olivier, vous accompagnez les clients dans des projets immobiliers, notamment d'investissement, mais ça veut dire aussi que vous connaissez bien la vente sur plan. Comment on concrétise ça, l'avant-contrat, le contrat définitif, en quelques mots, vous pouvez nous dire? En effet, c'est un domaine que je maîtrise plutôt pas mal. Tant mieux, c'est pour ça que je vous pose la question. Ayant travaillé chez des promoteurs qui sont un peu plus, on va dire, entre guillemets, industriels, notamment Bouygues Immobilier et Nexity, pendant des années et des années. Donc vous maîtrisez. Donc oui, je sais comment fonctionne la machine en interne. Alors aujourd'hui, pour effectivement un appartement, une fois qu'on a fait son parcours classique, qu'on a validé son financement un petit peu en amont, qu'on a qualifié ses besoins, on a trouvé la perle rare. Là, oui, on va passer dans une étape qui s'appelle la réservation. Cette réservation est matérialisée quasiment tout le temps par ce qu'on appelle un contrat de réservation VFA. Voilà. Ce contrat de réservation vous permet de réserver un appartement et surtout impose au promoteur de vous réserver cet appartement. Oui, Il sera pour vous à un prix qui sera fixe, qui ne bougera plus, sauf si effectivement, entre-temps, c'est peut-être des choses qui peuvent arriver prochainement, sauf si entre-temps la TVA est amenée à bouger avant que vous passiez chez le notaire, votre appartement... Il n'y a pas de raison pour le moment. Vous savez, tout est possible. Mais bon, normalement, non. Donc voici comment ça se passe. Le contrat de réservation est signé. Une fois que ce contrat de réservation est signé, vous vous engagez à poursuivre vos démarches, mais par contre, vous bénéficiez d'un délai de rétractation qui est de 10 jours. Ce délai débute à partir du moment où le contrat de réservation est notifié
par lettre recommandée avec accusé de réception. De nos jours, les notifications se font la plupart du temps par voie électronique. Donc c'est bon, on économise un peu le papier, ça fait du bien à notre planète. Une fois que c'est fait, le promoteur va vous demander de verser un dépôt de garantie, qui est fonction du promoteur, mais en moyenne, en général, il peut être forfaitaire ou c'est un pourcentage. Il est rare qu'il dépasse 2%. Rare. Une fois que vous avez versé ce dépôt de garantie, vous allez pouvoir commencer vos démarches, mais de manière officielle, avec un courtier ou votre banque, si vous n'avez pas peut-être l'envie de challenger votre banque. Voici un petit peu le topo. Ok. Et donc, vous voyez arriver des gens préparés avec le contrat, et c'est là que vous allez chercher le financement. Et donc, si on s'est bien préparé, il n'y a pas de souci, tout roule. Exactement. C'est justement l'intérêt de se préparer en amont, c'est d'être efficace le jour de la signature du contrat de réservation. Et c'est à ce moment-là que mon boulot commence et qui devient très facile, puisqu'en amont, on a tout verrouillé, on a pu cibler les banques les plus intéressantes, puisque c'est l'avantage d'avoir le panel de toutes les banques, c'est de pouvoir cibler les banques adaptées. Toutes les banques ne seront pas intéressantes pour tout le monde. Et donc en fonction de l'âge, de l'apport, de la typologie de revenus ou autre, on va cibler en amont déjà 4-5 banques qu'on ira démarcher ensuite une fois que le compromis sera signé. Ça vous arrive de voir arriver des gens pas du tout préparés avec un avant-contrat Oui, mais souvent ces gens-là, ils arrivent plutôt après avoir signé, non préparés, et qu'ils ont déjà éventuellement un refus ou deux, et qu'ils essayent de trouver une solution. Et malheureusement, même si j'ai accès à toutes les banques, je ne suis pas magicien, et si le projet était mal préparé, il est mal ficelé, je n'aurai pas forcément de solution. D'où l'intérêt, c'est vraiment la clé dans l'immobilier, c'est vraiment l'anticipation. Alors, Emmanuel, vous avez 50 ans, 60 ans, je sais plus, pardonnez-moi, j'ai oublié le chiffre, un peu moins, d'existence pour votre société. Il y a quand même il arrive, comme dans tous les domaines d'activité, que des sociétés aient des problèmes. Qu'est-ce qui se passe si le promoteur est défaillant? Quelles sont les garanties qui couvrent l'acquéreur à ce stade de l'avant-contrat, du contrat définitif? Bref, je suis sûr d'avoir mon appart ou pas? Alors, vous avez raison de poser cette question, elle revient fréquemment. Nous avons la chance en France, et je dis bien en France, d'avoir une loi qui protège énormément l'acquéreur, qui est donc tout le monde entend parler de vente en état futur d'achèvement. C'est une loi qui a 55 ans aujourd'hui, puisque je crois que c'est une loi du 3 janvier 67, qui protège donc énormément l'acquéreur, qui a évolué au fur et à mesure du temps, puisque cette loi, elle prévoyait à l'époque, on a connu les garanties intrinsèques, donc le promoteur garantissait lui-même l'acquéreur avec un certain nombre de modalités. Il fallait avoir commencé les fondations, fonds propres plus vente devait représenter 70 ou 75%. Ce qui a été changé que récemment, en fait, je crois, il y a une dizaine d'années. Et donc aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle dans des garanties extrinsèques. Ce que vous avez entendu, donc la fameuse GFA, garantie financière d'achèvement. Donc là, le promoteur, avant la première signature d'acte notarié, contacte une banque et prend cette caution, cette garantie financière auprès d'un organisme bancaire qui, lui, va assurer donc, le futur acquéreur d'emmener le projet jusqu'au bout. Donc si le promoteur était défaillant, c'est la banque qui doit, via cet engagement, prolonger les travaux et emmener l'opération à son terme. Alors, et d'un autre côté, on a une autre sécurité qui est donc la dommage ouvrage aussi, qui est liée à cette loi, dans laquelle le promoteur souscrit à l'origine de son projet également, avant la première vente, une assurance auprès d'un organisme, donc une dommage ouvrage qui garantit l'immeuble, donc avec différents stades de garantie, une garantie biennale, une garantie décennale. Donc oui, on allait y venir justement. On est quand même ceinturé Bretagne, non, voilà, ce fameux clos et couvert qui garantit. Un conseil que je ne peux que donner, c'est qu'il faut que vous compreniez que le promoteur n'est pas le seul acteur en fait de la construction, et quand un client achète chez nous, le promoteur est là pour créer un environnement. Il n'est pas le seul interlocuteur, quelque part, indirectement, il est l'interlocuteur principal des acquéreurs. Le conseil que je peux donner, c'est vérifier évidemment la fiabilité de votre promoteur, mais vérifier également la fiabilité des acteurs qui l'entourent. On a connu tous dans le métier des assureurs un peu exotiques. Malheureusement, on a connu quelques défaillances, non pas de promoteurs, mais d'assureurs, et qui ont conduit certaines résidences aujourd'hui à ne plus avoir de garantie décennale.
Donc on pense travailler avec un promoteur de renom et on n'a plus de décennale. Ce qui est quand même, dans certains cas, peut être très grave. Mais comment on le vérifie, ça? Alors, on le vérifie. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand on est promoteur, on se doit de travailler avec certains acteurs de renom. Je ne sais pas si on peut les citer, mais bon, on a AXA, SMA BTP, des gens comme ça, qui sont des assureurs. Et vous avez des banquiers qui sont aujourd'hui connus sur la place française. C'est certain que pour moi, c'est un élément vraiment d'assurance, de réassurance. Oui, c'est les grands groupes français, entre guillemets. C'est des grands groupes français. On a vu, il y a eu avec l'Europe une ouverture du droit de l'assurance au niveau européen. On a des courtiers qui se sont lancés là-dedans. On a tous connu des épisodes un peu tristes pour certaines résidences. Donc voilà, c'est aussi un conseil que je peux donner. Il ne faut pas avoir le promoteur comme le seul acteur. C'est l'acteur principal, évidemment, mais il s'entoure aussi d'autres acteurs et qui sont aussi importants que lui. Puis un bon promoteur, lui, il est transparent là-dessus. Il répond, il n'y a pas de... Voilà, toutes les questions qu'on peut lui poser, notamment sur ces questions de garantie et d'assurance, il est là pour répondre, il donne des réponses claires, nettes, précises. Pour moi, quand on est acquéreur, on se doit de se poser ces questions-là au promoteur, évidemment. Et ça fait partie des pièces qui sont déposées au rang des minutes des notaires. Donc là aussi, le notaire peut être l'interlocuteur du futur acquéreur. Le propriétaire ne doit pas hésiter à aller voir son notaire. Le notaire n'est pas là juste le jour de la vente, il est là pour accompagner les propriétaires dans leur acte d'achat. Souvent, le notaire, et c'est là aussi où c'est important, le notaire, l'acquéreur a évidemment le choix de travailler soit qu'avec le notaire du promoteur, soit avec son notaire qui travaillera en concours avec celui du promoteur, mais il ne faut surtout pas hésiter à aller voir, comme on fait avec les organismes de financement, aller voir son notaire tôt. Il est là aussi pour conseiller dans un acte, vous le disiez, c'est quand même un tiers de vie et un tiers d'effort qu'on fait quand on achète un logement. C'est un acte qui est fort, il ne faut pas hésiter à aller chercher les conseils d'un notaire qui souvent va conseiller des jeunes couples à se paxer. Oui, c'est-à-dire qu'il a aussi un conseil sur le statut juridique de l'acquisition en fonction de la situation matrimoniale, des familles monoparentales, des familles recomposées. Voilà, toute cette phase de préparation, on peut la faire en amont. Pour le notaire, il est aussi là pour ça. Oui, parce que souvent de l'insécurité, malheureusement, elle vient plus de chez nous que chez le promoteur. En fait. Quand je dis chez nous, je dis moi en tant qu'acquéreur. C'est-à-dire qu'il faut aussi... c'est un acte de vie qu'on fait. Et donc ne pas prendre le temps de réfléchir, comme on le disait aussi, sur quel type d'appartement j'achète, parce que je viens de me marier, je viens de me paxer, j'agrandis ma famille, mais aussi quelle est la sécurité que je prends de façon familiale. J'ai un enfant, je veux protéger mon enfant, je veux protéger mon épouse. S'il m'arrive un accident de la vie, qu'est-ce que je fais? Donc là, on a heureusement avec nous des partenaires, et le promoteur est un peu là aussi pour accompagner son client dans cet acte de vie. Et Olivier, pour l'investissement locatif, la démarche est à peu près la même. C'est-à-dire que là aussi, on va chercher à obtenir le maximum de sécurité, notamment juridique. Votre plus-value en tant que chasseur de produits d'investissement dans ce domaine? Je me permettrai juste de rajouter je vous en prie. 2-3 petits points sur l'aspect garantie, parce que c'est vrai que c'est tout un tas de petites garanties, mais qui finalement font la différence et qui rassurent l'acquéreur dans son acte d'achat. Aujourd'hui, celle qu'on connaît le plus en dehors de ces garanties qui ont été citées, la garantie décennale, qui couvre quand même la superstructure, l'infrastructure, la toiture, l'ascenseur, enfin toutes les parties importantes, gros œuvres de la copropriété, tout simplement. Vous avez également une garantie que je nomme garantie biennale de bon fonctionnement qui couvre tout ce qui bouge dans l'appartement les 2 premières années à partir de la réception du logement. Donc ça, c'est très important. Et puis, il y a des garanties qu'on oublie parfois, qui sont quand même des garanties ultra importantes, phoniques. Oui, il y a une garantie d'isolation phonique dans le neuf. Et thermique. Aujourd'hui, l'appartement neuf doit répondre à un certain niveau d'exigence sur ces 2 points-là. Quelqu'un qui effectivement va entendre un voisin avec de la musique forte, avec deux subwoofers de 500 watts, c'est pas un bruit, on va dire, normal. Donc c'est normal de l'entendre, mais on n'est pas censé entendre son voisin marcher avec ses talons ou tirer la chasse d'eau. Voilà, ça c'est très important. Donc je voulais rajouter ces petits détails aux garanties. Notre plus-value à nous, c'est qu'avant toute garantie, là on est sur des garanties techniques, c'est que selon nous, la première garantie, c'est la garantie de l'emplacement et de développement lié à cet emplacement. Aujourd'hui, on a beau proposer toutes les garanties, même liées à l'investisseur, comme les garanties locatives.
mais ces garanties ne pourront jamais s'actionner si vous ne trouvez pas facilement un locataire. Donc c'est tout un environnement à analyser, et notre plus-value, nous, chez OPInvest, c'était en tant qu'expert. Bon, on en revient justement à cette question d'emplacement qui vaut aussi, parce que c'est vrai que si vous n'avez pas de locataire, l'investissement locatif, ça ne sert à rien. Oui, on la connaît tous, cette maxime, qui disait quelle est la règle dans l'immobilier. On l'a dit tout à l'heure. Bon, moi, je vais utiliser un autre terme, emplacement. C'est toujours la même chose, ancien, neuf, réhabilité, géré, peu importe. Quelle que soit la destination du logement, on se soucie de l'emplacement. Bon, après, vous me direz, quelqu'un qui achète en plein milieu de la Creuse, c'est qu'il a une réelle raison d'acheter dans la Creuse. Oui, puis il a tout à fait le droit de le faire. Ma mère l'a fait, et je sais pourquoi elle l'a fait. Voilà. Voici ma réponse. Merci. Arnaud, les banques, elles regardent justement l'emplacement. Genre, j'achète à 80 km de mon lieu de travail, ça va me coûter des sous en transport. Les banques regardent ce genre de critères ? Pas forcément ça par rapport au coût du transport, mais plus par rapport à la cohérence du projet. Où j'ai parfois, on parlait tout à l'heure de gens qui viendraient, qui n'auraient pas anticipé le projet et qui viendraient pour trouver une solution, de faire passer une résidence principale alors que c'est du locatif ou inversement, et quand on se rend compte qu'ils habitent à plus de 200 km, c'est pas le cas. Donc pas tant au niveau du coût. Par contre, on a de plus en plus malgré tout, j'ai eu le cas il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 semaines, de banques qui vont regarder la cohérence du prix au mètre carré par rapport au quartier. J'ai eu le cas où la banque m'a dit, d'ailleurs il y a eu 2 cas différents dans la même banque, un coup ils achètent trop cher, un coup ils achètent pas assez cher. Et ils voulaient voir pourquoi, comment ça s'explique, est-ce qu'il y a une vue exceptionnelle dans le bien en question. On peut acheter, ne pas que ce soit pas assez cher. Oui, c'est même arrivé à Paris en l'occurrence sur ce dossier-là. Mais donc ils regardent plus la cohérence de l'achat financier en tant que tel, pas poussé jusqu'au temps de transport, coût des transports, mais plutôt sur la réalité du prix du bien dans son marché, puisque la banque va financer ce bien-là, va se garantir sur ce bien. Donc c'est de vérifier quand même ce qu'on prête. Parce qu'en fait, l'objectif de la banque, c'est d'assurer la sécurité maximale pour l'acquéreur, mais aussi pour elle, parce qu'elle veut récupérer ses sous. C'est le premier objectif, c'est plutôt l'inverse, en effet. Oui. Merci. Donc cette conférence, on a balayé tout ce domaine de façon assez large. Si vous voulez